Bonjour à tous. Oui, désolé d'avoir loupé le premier démarrage. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette session consacrée à la réalisation du marché unique des capitaux européens. Alors, le sujet vous paraît peut-être comme ça un petit peu complexe, mais vous allez voir, c'est un sujet qui est au cœur d'énormément d'enjeux de croissance, d'enjeux même de technologie et d'enjeux de transition énergétique, etc. C'est un levier vraiment très important. Je vais d'abord vous présenter les participants à cette réunion. Nous serons ravis d'accueillir Mairead McGuinness, qui est la commissaire européenne aux services financiers, à la stabilité financière et à l'union des marchés de capitaux. C'est un entretien que nous avons enregistré il y a quelques jours. Mirella Agache-Durand, qui est directrice générale chez Groupama Asset Management. Lorenzo Binismaghi, président du conseil d'administration de la Société Générale. Jacob van Weizsäcker, économiste en chef du ministère des Finances allemand. Jean-Frédéric Deleuze, le président du directoire d'UBS France. Et Grégoire Santil, le président de Nextage AM. Cette session, comme toutes les autres, est placée sous la direction d'un membre du cercle des économistes, Jésabel Coupé-Soubeyran, et comme le veut la tradition, c'est Jésabel qui va vous présenter un petit peu tous les enjeux de notre sujet. C'est bon ? Ça marche ? C'est bon, Jésabel. Ok, merci Emmanuel. Merci beaucoup, ravi d'être parmi vous. Alors nous allons parler de cette union des marchés de capitaux. C'est une réforme en fait à l'origine qui a été proposée par Jean-Claude Juncker il y a 7 ans, lorsqu'il était président de la Commission européenne, qui avait été soutenue à l'époque par le commissaire Jonathan Hill. C'est une réforme qui avait été présentée à l'origine comme un peu le pendant de l'union bancaire. Alors on va peut-être en discuter d'ailleurs aujourd'hui. On peut aussi penser que ça n'a pas forcément grand-chose à voir en fait avec l'union bancaire, au sens où c'est pas quelque chose qui a consisté à confier à l'autorité des marchés européenne, à l'ESMA, un rôle beaucoup plus important que le rôle de concertation que l'ESMA a aujourd'hui. C'est pas véritablement, si vous voulez, quelque chose qui a consisté à réorganiser sur un plan européen les marchés. Quelle était l'idée, en fait, à l'origine de cette réforme d'union des marchés de capitaux ? Eh bien, c'était de développer la dette de marché des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises, et puis aussi, eh bien, si besoin, de relancer la titrisation en la présentant cependant comme quelque chose d'amélioré par rapport à ce qui se faisait avant la crise financière. Donc ça avait été présenté comme une nouvelle forme de titrisation plus standard, plus simple, plus transparente. C'est une réforme qui visait à réunifier les marchés après une crise de la dette qui les avait considérablement fragmentés et qui visait à améliorer le financement des entreprises européennes. Alors, je pense que plein de choses positives vont être dites sur ce besoin d'union des marchés de capitaux aujourd'hui, mais j'ai quand même envie, si vous voulez, de challenger un petit peu les intervenants en posant les questions en posant des questions qui me semblent importantes. Déjà, en matière de fragmentation des marchés européens, dont je vous ai dit qu'elle s'était accrue après la crise des dettes souveraines, où est-ce qu'on en est exactement ? Et je pense que ça va être très intéressant d'avoir le point de vue de nos intervenants, qui sont des acteurs, en fait, pour la plupart, qui sont présents sur les marchés, donc avoir leur ressenti quant aux effets aussi de la crise sanitaire, des mesures prises pour gérer la crise sanitaire sur l'état actuel des marchés. Les apports massifs de liquidités de la Banque Centrale Européenne font que les marchés européens, comme les marchés du monde entier, se portent plutôt bien, même très bien. Pour autant, est-ce qu'ils entraînent véritablement les économies de la zone euro dans leur cycle haussier ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de déconnexion ?
On verra si on aborde ce point. Deuxième aspect important, me semble-t-il, c'est la question de savoir, au fond, si les entreprises européennes sont façonnées pour des financements de marché. Est-ce que ça a du sens de développer les financements de marché pour les entreprises européennes? On a quand même un large tissu d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, qui sont très dépendantes du financement bancaire. Et à l'origine de cette réforme d'union des marchés de capitaux, eh bien, cette dépendance au crédit bancaire était perçue comme quelque chose de problématique. D'accord ? Est-ce qu'au fond, on ne devrait pas plutôt chercher à ramener les banques vers le financement des entreprises plutôt que d'essayer ainsi de les déporter vers des activités de marché? Je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce point, mais peut-être que la question mérite d'être posée. Et on comprend bien, si vous voulez, l'idée de rechercher une meilleure diversification du financement des entreprises. Mais si ce sont des entreprises de taille moyenne, est-ce qu'il ne faut pas rechercher un mix de financement davantage du côté du financement participatif que du côté des financements de marché? Bon, ben on verra et vous exprimerez sans doute vos points d'accord et de désaccord. Troisième question, et sans doute troisième question qui peut fâcher aussi quelques intervenants ici présents. Est-ce qu'un marché unique des capitaux est possible sans union budgétaire? D'accord ? Est-ce qu'on y arrivera sans union budgétaire? Est-ce que c'est possible sans dette commune, pour éloigner vraiment le spectre d'une crise de dette souveraine? Est-ce que c'est possible sans un actif sans risque européen, d'accord, mutuel? Alors, bien sûr, il y a le plan de relance européen, le plan EU Next Generation, qui, avec sa solution de financement mutualisé, laisse penser qu'on est en train de poser les jalons de cette union budgétaire. Bon, ce n'est pas sûr, d'accord? Donc, la question se pose, et ce sera tout à fait intéressant d'ailleurs d'avoir le point de vue de Jacob von Weizsäcker sur cet aspect. Deux autres points très rapidement. Quelles vont être les conséquences de moyen terme des apports massifs de liquidités de la Banque centrale européenne sur le fonctionnement des marchés européens? Est-ce qu'on peut s'attendre à des bulles de prix d'actifs qui exploseraient, qui compromettraient la stabilité financière, qui est un des objectifs de la Banque centrale européenne? Quid de sa crédibilité dans ce cas-là? Est-ce qu'on a aussi une idée, au fond, de la capacité des marchés à retrouver un fonctionnement normal après tant d'années de dépendance à la liquidité centrale? Rappelez-vous, lorsque la Réserve fédérale américaine a voulu normaliser sa politique monétaire avant la crise sanitaire, eh bien, ça s'est révélé finalement impossible. D'accord? Donc, est-ce qu'on y arrivera? J'ai bientôt fini, Emmanuel, hein, t'inquiète pas. Je te surveille, hein, parce que... Dernier point, est-ce que l'Union des marchés de capitaux ne devrait pas faire du verdissement des marchés sa priorité absolue? Alors, la finance verte est en train de se développer avec des fonds ISR, avec des green bonds, avec de nombreux labels pour guider les investisseurs vers des placements bas carbone. Il y a aussi un reporting climatique qui se développe, mais est-ce que les marchés vont verdir spontanément d'eux-mêmes? Et donc, comment faire pour les amener à verdir plus résolument? La Banque centrale européenne a sans doute un rôle important à jouer en la matière. C'est devenu un investisseur, un acheteur de titres en dernier ressort majeur. Et donc, la Banque centrale européenne se doit de montrer l'exemple en la matière. Ce sera symbolique parce que la partie titres privés qu'elle achète est petite, vraiment petite, mais ça aura quand même valeur d'exemple. Voilà les questions que j'avais envie de vous soumettre pour introduire cette séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jésabel. Ça fait déjà trop de questions. Je ne pense pas qu'on répondra à tout ça, mais au moins on les a posées. L'important, c'est la question. Absolument, absolument. Et on verra qu'il y a quelques réponses qui comptent aussi. Je vous propose tout de suite d'écouter la commissaire Mary McGuinness. On l'a interrogée sur toutes ces problématiques. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça avance? Quelle est la motivation de l'Union européenne pour avancer sur ces sujets-là? On écoute la commissaire. Thank you, Commissioner McGuinness. Merci beaucoup, Madame la commissaire, d'être avec nous et de partager avec nous votre opinion sur l'union des marchés de capitaux.
pensez-vous que nous soyons encore sur la bonne voie vers une union des marchés de capitaux? Eh bien, tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous pour parler d'un point essentiel pour l'Union européenne. Cette union des marchés de capitaux n'est pas nouvelle, mais on n'y est pas encore. Donc, pour répondre à votre question, eh bien, on est vraiment déterminé à la Commission pour vraiment faire advenir cette union de marché capitaux. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'étapes sur la route. En 2015, rappelez-vous, quand le projet a été lancé, eh bien, on savait que ça allait prendre du temps. Mais ce que je pense personnellement, c'est qu'on va trop lentement. Il faut qu'on avance plus vite vers l'union de marché de capitaux pour de nombreuses raisons. Pour la reprise, pour pouvoir canaliser les fonds vers un développement plus durable. Et je pense que cette union de marché de capitaux doit advenir. La Commission européenne a un rôle essentiel à jouer, mais le Parlement européen aussi, et tous les États membres. Et je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y ait un engagement politique fort vers l'union de marché de capitaux, et peut-être, post-Brexit, qu'il y ait une nouvelle priorité donnée à cela. Et de même pour la pandémie que nous traversons. Et je pense que cet engagement doit se traduire par des actions concrètes. Dans quelle mesure est-ce que cette pandémie peut accélérer ce processus? Ce que je veux dire par là, quel peut être le rôle d'une union des marchés de capitaux pour aider à la reprise post-Covid, et est-ce que l'impact de la pandémie nécessite des changements selon vous? Je crois que c'est une question très intéressante. Je sais qu'après la dernière crise financière, on a vu aux États-Unis qu'il y avait des marchés de capitaux beaucoup plus robustes. La reprise a été plus rapide. Et l'Europe n'a pas une union de marchés de capitaux qui est vraiment construite. Et du fait de cette pandémie, nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui dépendent d'un financement bancaire. Et ça a été important, bien sûr, au cours de la pandémie, que les banques continuent à financer. Mais nous voulons diversifier les sources de financement pour les entreprises et pour les PME. Et nous voulons aussi nous assurer que l'épargne des citoyens peut être utilisée à bon escient. Nous pensons donc que la crise et le chemin vers la reprise nous donne vraiment l'élan pour un marché plus liquide, marché des capitaux plus liquide et plus accessible. Et pour faire en sorte que cela vraiment advienne, il va y avoir des pressions dans le système. On a vu aux États-Unis il y a des secteurs qui sont plus durement frappés. Avec Next Generation EU, on essaie d'encourager nos banques à prêter. On veut s'assurer que l'union des marchés de capitaux puisse évoluer et apporter sa contribution à ce processus de reprise. Et peut-être un autre domaine dont on pourrait parler, c'est que l'union des marchés de capitaux soit une partie de ce grand programme pour plus de résilience et de durabilité en Europe. Et donc, cette union des marchés de capitaux n'est pas encore une réalité. Quelles sont vos priorités principales? Bien, écoutez, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour encourager cela. D'abord, le rôle du secteur de l'assurance. On veut travailler sur un solvabilité 2. L'idée, c'est de vraiment encourager l'investissement de long terme. Donc, fonds d'investissement à long terme Europe, donc on veut les passer en revue, les examiner et les refonder, donc faire en sorte que ce soit le plus souple possible, et également les règles de transparence. Et ce que j'ai entendu des citoyens, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avoir accès à l'investissement. Ils ne peuvent pas devenir investisseurs ou avoir accès à l'investissement. Donc ça, c'est quelque chose que l'on veut vraiment développer, et la qualité de l'information et de la transparence est absolument essentielle. Au sein de la Commission, nous travaillons sur un projet important pour donner plus de transparence au marché, pour que les participants du marché puissent voir exactement et rapidement comment se forment les prix. Tout cela fait partie de notre processus étape par étape pour jeter les fondations d'une union de marché de capitaux. Et
La discussion, je pense, a été trop centrée sur l'industrie. Il faut inclure les citoyens beaucoup plus. L'union des marchés de capitaux, ça va vraiment avoir un impact sur leur avenir et sur leur présent. On parle des fonds de pension, on parle du financement des retraites et on parle de diversité, des règlements climatiques, de durabilité. Tout cela passe par l'union des marchés de capitaux. Et je voudrais dire que, de mon point de vue, l'union européenne bancaire, l'union des marchés de capitaux, eh bien, vont l'une avec l'autre naturellement. Et c'est pourquoi nous avons besoin que les États membres et le Parlement européen travaillent vraiment de concert avec la Commission européenne. Il y a un certain nombre de points où il y a déjà en fait un soutien politique, mais il y a certains points et certains domaines où il est plus difficile d'avancer. Mon rôle est d'encourager les États membres et le Parlement européen à regarder ce qu'il y a de positif. Donc l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux peuvent vraiment nous aider à atteindre nos objectifs, relever certains défis. Et donc, pour l'Union des marchés de capitaux, par exemple, les procédures d'insolvabilité qui diffèrent d'un pays à un autre, il faut qu'on regarde ça de près. Et ce qui fait partie de notre approche, qui est une approche donc phasée, étape par étape. Et pour ce qui est de notre avenir, il faut garder à l'esprit eh bien que la valeur ajoutée d'avoir une union de marché de capitaux devrait être évidente. Qu'est-ce qui devrait sous-tendre, et ce sera ma dernière question, ce qui semble un sujet très technique, l'union des marchés de capitaux. En fait, ce qui est sous-jacent, ce que vous nous dites, si j'ai bien compris, c'est que ce qui est sous-jacent, en fait, touche à beaucoup de domaines essentiels de notre vie et de l'économie. Je n'aurais pas pu dire mieux. Alors, il y a un certain nombre de points techniques à résoudre, mais ça, c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup aux citoyens. Mais qu'ils travaillent dans une entreprise qui a besoin de financement, de marché, ou qu'eux-mêmes cotisent à une pension de retraite. Donc, je pense qu'il faut vraiment parler de l'union de marché capitaux en termes très concrets pour que nos citoyens se sentent concernés. Et je ne veux pas parler uniquement en ce sens de développement durable. C'est absolument essentiel pour le développement durable d'avoir une union de marché de capitaux robuste. Mais quand on parle du rôle de l'euro et d'autonomie stratégique industrielle, c'est absolument essentiel pour renforcer le rôle de l'Europe sur la scène internationale. Donc pour moi, il y a beaucoup d'éléments de l'union de marché de capitaux qui sont essentiels, mais alors, il y en a qui sont techniques, mais il y en a beaucoup qui sont politiques et qui sont d'une portée énorme. Et avant tout, pour que les gens se sentent concernés, eh bien, il faut leur en parler en termes concrets. Donc, vous dites que l'union des marchés de capitaux, en fait, est faite et concerne tous les citoyens européens, mais ça pourrait avoir un impact énorme sur, en fait, le positionnement et la place de l'Union européenne dans le monde. Oui, absolument. Pas uniquement le fait qu'on ne veut pas que nos entreprises soient uniquement dépendantes de financement bancaire, ça va bien au-delà de cela, pour financer les infrastructures. Et on a eu bien sûr le Brexit, donc on était destiné, si vous voulez, d'une certaine manière, à regarder nos propres infrastructures et les échecs ou les lacunes des marchés de capitaux. C'est un projet qui, en fait, est à l'ordre du jour depuis plusieurs années. Et maintenant, on est d'accord qu'il faut vraiment accélérer et faire advenir cette union des marchés de capitaux pour les États membres. C'est essentiel, mais aussi pour les entreprises, pour les citoyens, mais aussi pour le rôle de l'Union européenne dans le monde et le rôle international que l'euro est appelé à jouer. Et donc, l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux, c'est absolument essentiel et je crois qu'il va falloir qu'on progresse plus rapidement à l'avenir qu'on ne le fait actuellement.
Merci beaucoup, Madame le Commissaire. C'était un réel plaisir que de vous entendre et un honneur que d'entendre votre avis sur la question sur l'Union des marchés de capitaux. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Les propos de Madame McGuinness, le niveau d'anglais de l'intervieweur était amazing, hein, absolument stupéfiant. Juste parce que vous avez bien compris, la fin est très importante. Ça paraît très loin, mais c'est très proche en fait de notre vie quotidienne, de tous les enjeux quotidiens. Juste une question brève, Grégoire Santil, pour bien comprendre l'enjeu. Qu'est-ce que ça nous coûte aujourd'hui de ne pas avoir de marché de capitaux européens unifiés? C'est assez simple. La fragmentation tue. C'est-à-dire qu'elle est en train de tuer l'Europe. Ici, on regarde depuis 1970. Sur les 142 sociétés dans le monde qui ont été créées depuis et qui ont atteint une capitalisation boursière de plus de 100 milliards d'euros ou de dollars, sur les 142, à votre avis, Emmanuel, combien sont européennes? La réponse est... pas, une ou deux? Une. C'est SAP. Elle a été créée en 1971. Donc, en fait, l'enjeu est simple. C'est que nous avons à peu près en termes de PIB, même PIB que la Chine, il y a les États-Unis devant. Comme Lorenzo le rappelait tout à l'heure, nous sommes le premier marché d'épargne au monde, mais notre épargne ne s'investit pas en fonds propres et, pour une partie, va financer ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça s'appelle un suicide collectif, comme les Espagnols au XVIe siècle avec leur or. Alors, Lorenzo Binismaghi, Jésabel Coupé-Soubeyran l'a bien rappelé dans son introduction. Il y a quand même tout un tas de bouleversements qui sont intervenus récemment et qui semblent rendre nécessaire et encore plus possible cette union des marchés de capitaux. On disait il n'y a pas assez d'actifs, il n'y a pas assez d'actifs sans risque européens. Bon là, on a tous émis beaucoup de dettes. On a fait un plan de relance avec un peu de dettes communes. Les Anglais ne sont plus là pour nous enquiquiner. Enfin, c'est moi qui le dis. C'est Grégoire qui le pense aussi très fort, mais j'aurais pas le temps de l'interroger là-dessus. Donc voilà. Et on se dit toutes les conditions sont réunies. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce qu'il reste encore des obstacles à cette union des marchés de capitaux? Et il y a toujours un argument qu'on avance qui est de dire « Ah oui, mais on ne peut pas faire d'union des marchés de capitaux si on n'a pas de budget commun. » Donc, est-ce qu'on va dans le bon sens? Et deux, est-ce que c'est un bon argument de dire que cette union des marchés de capitaux nécessite absolument un budget commun? Mais ça marche. Ça marche, oui. Vraiment, merci de cette invitation. Je pense que l'intervention de la commissaire m'a beaucoup surpris, parce que ça explique tout. Si vous pensez que vous allez faire l'union des capitaux en allant parler aux gens dans la rue, leur disant c'est bien pour vous, eh bien, good luck. Good luck. Ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Peut-être nous, à Aix, des économistes, je pense qu'on comprend tous le fait que, par rapport aux États-Unis, nous avons un système qui n'est pas aussi compétitif parce que nous avons seulement un système financier basé sur les banques, nous avons de marché de capitaux qui permet aux entreprises de se refinancer, de se recapitaliser. Je pense que on a cette compréhension. Je pense que les techniciens, les économistes ont cette compréhension. Ce qui manque, c'est la leadership politique. La leadership politique qui devrait aller faire face aux obstacles et dire, pour le bien de l'Europe, nous devons faire cet effort ensemble. Mais ça veut dire que non seulement les citoyens ne comprennent rien et les politiques ne comprennent pas non plus. La politique dit, non, je vais devoir aller expliquer à 300 millions de personnes que l'union... Mais est-ce que la politique est allée expliquer à 300 millions de personnes qu'il fallait l'union bancaire? Non. Il y a eu une crise, et à ce moment-là, la politique a été obligée de faire quelque chose. Est-ce que la politique est allée expliquer l'union monétaire? Non, en fait, on a eu la crise de 92, puis il y a eu le traité de Maastricht, qui évidemment a eu des éléments politiques aussi. Hein, mais la politique réagit souvent devant les crises. Et ce que je crains, c'est que comme il n'y a pas de crise, on ne voit pas une crise sur les marchés des capitaux, et souvent ceux qui nient la nécessité d'avoir un pas en avant très fort trouvent toute une série d'excuses, dont il faut un budget commun pour avoir. Il faut
un système légal sur le bankruptcies commun. Enfin, on n'y arrivera jamais. Alors, à mon avis, le problème de l'Europe, c'est que ça bouge trop lentement. Il n'y a pas une initiative politique forte sans une crise. Et c'est ça qui est un peu décevant parce que il y a 5-6 ans, en 2015, la Commission avait lancé cette initiative d'un marché des capitaux unique qui est fondamental pour la compétitivité de l'Europe, des entreprises européennes qui à la fin se font acheter par les entreprises américaines parce qu'elles n'arrivent pas à croître, parce qu'elles n'ont pas de financement suffisant, parce qu'on est 28 petits marchés. Et le problème aussi de l'opposition parfois bureaucratique des autorités nationales qui ont peur de perdre le contrôle. On veut le contrôle de notre marché, mais notre marché n'existe pas. Le marché français, le marché italien, le marché allemand, on est trop petit. Sans un grand marché, on n'arrive pas à avoir des acteurs aussi compétitifs. Mais par quoi on commence alors? Pardon? Par quoi on commence? Il faut une initiative politique forte qui reconnaisse que le système de financement est fondamental et donc il faut perdre un peu de souveraineté ou bien partager cette souveraineté en créant un régulateur unique, un vrai régulateur unique, l'ESMA, en faisant des propositions de loi. Par exemple, elle n'a pas parlé de la titrisation. Et c'est fondamental. Si on ne développe pas la titrisation, comme aux États-Unis, les banques doivent tenir sur leur bilan tous les prêts, et donc le capital qu'ont les banques n'est pas suffisant pour financer la croissance. Donc, voilà, pour conclure, ce qu'il faut, c'est pas un budget européen, c'est pas nécessairement... Il faut une force politique, une initiative politique forte pour avant la crise, parce que tôt ou tard, il y aura une crise, et alors à ce moment-là, peut-être... Lorenzo Bidismaghi, puisque vous parlez d'initiative politique forte, on va aller voir en Allemagne ce que nous dit Jacob von Weizsäcker, qui est avec nous en visioconférence. Jacob von Weizsäcker, vous avez entendu Lorenzo Bidismaghi qui balaye un peu tous les arguments, prétextes techniques, et qui dit qu'il faut une véritable volonté politique avant la prochaine crise. C'est quoi, vous, votre état d'esprit sur ce sujet? Oui, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de participer, mais c'est un grand dommage de ne pas être à Aix. Et moi, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'a dit Lorenzo, mais j'aimerais bien rajouter un aspect qui me semble important. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays de l'Europe, les gens font beaucoup d'épargne. L'Europe est champion du monde dans l'épargne, mais ils mettent leur argent sur les comptes bancaires, ils mettent leur argent dans les contrats d'assurance pour la retraite, par exemple, et souvent, ils ne mettent pas dans leur épargne dans les actifs qui ont remporté le plus dans les dernières quelques années, soit les actions, soit l'immobilier. L'Allemagne est un très bon exemple. Et tout ça, c'est pas pour dire que les gens ne doivent pas acheter des contrats d'assurance ou ne doivent pas mettre leur argent dans la banque, mais à la marge, ce sera mieux pour eux, ce sera mieux franchement pour avoir un petit peu moins d'inégalité dans la richesse. Ils mettraient peut-être dans une manière mieux organisée aussi par les gouvernements leur argent dans des domaines où ça rapporte le plus. Jacob, vous avez... important... Pardon. Oui, je dis, vous avez une proposition qui a le mérite d'être concrète et d'être parlante quand vous dites qu'il faut mobiliser l'épargne vers des actifs plus tournés vers les entreprises. Vous militez, vous, pour un Nasdaq européen? Oui, ça c'est un aspect. Moi, tout d'abord, je milite pour offrir les citoyens des meilleurs produits, notamment pour autofinancer une partie, pour un supplément pour leur retraite, qui s'oriente vers les marchés de capital, mais en même temps, et ça là je reviens à quelque chose qui a dit Grégoire,
nous avons un problème avec la fragmentation et notamment pour les entreprises technologiques d'autres croissances. Il a cité l'exemple de SAP, mais malheureusement c'est le seul. Et on a fait dans les dernières quelques années beaucoup de progrès en France, en Allemagne, partout en Europe, pour créer un écosystème national pour que ça sera plus facile à créer des entreprises, plus facile de le faire, d'avoir une croissance extrêmement rapide pour les bonnes entreprises qui viennent se fonder. Mais quand ils essaient d'accéder à la bourse, ça devient compliqué. Et je pense qu'il y aura un effet très important si on pourrait créer un segment de marché. Je suis tout à fait conscient, il y a des familles de bourses un peu fragmentées en Europe, mais si au moins on pourrait décider d'avoir un segment un petit peu comme le Nasdaq, si vous voulez, européen, qui surmonte cet état de fragmentation, je pense en termes réels et symboliquement, ce sera une très bonne chose. Alors, et peut-être ça peut nous aider de ce côté-là de créer un marché unique de capital qui fonctionne. Merci Jacob. Alors, Jean-Frédéric Deleuze, Lorenzo Binismaghi citait tout à l'heure l'exemple de la crise des dettes souveraines, l'union bancaire. Vous voulez faire le parallèle quand même entre ce que serait cette union des marchés de capitaux et l'union bancaire en disant attention, il ne faut pas reproduire pour l'union des marchés de capitaux les erreurs qu'on a faites pour l'union bancaire. Oui, bonjour et merci à tous. On avait fait un papier avec Olivier Pastré il y a 2 ans qui s'appelait « La guerre perdue des banques européennes » pour expliquer comment, à la faveur du mouvement réglementaire et de la création de l'union bancaire après la crise de 2008-2010, les banques européennes sont, entre guillemets, sorties du jeu. Il y a eu un recul massif des parts de marché au profit des banques américaines, parce qu'on a appliqué au marché européen et au concept bancaire européen un certain nombre de règles prudentielles, dont le ratio de levier, qui n'était pas adapté. Et il ne faudrait pas que l'union des marchés de capitaux aboutisse au même résultat. Aujourd'hui, l'union des marchés de capitaux, Bruno Le Maire l'a dit mardi à Europlace, c'est un échec. Aujourd'hui, l'union des marchés de capitaux, c'est des grands mots, rendre le système financier plus stable, donner aux individus la possibilité d'épargner et d'investir à long terme. Et en fait, c'est une couche réglementaire supplémentaire, lourde, épaisse. J'en donnerai 2 exemples. MiFID, la protection de l'investisseur pour qu'il puisse épargner et investir à long terme. MiFID en est déjà à la 3e génération. Et c'est pour les acteurs de marché des obligations lourdes, dissuasives, que n'ont pas forcément les acteurs non régulés ou étrangers. 2e exemple, c'est la directive prospectus, l'idée d'harmoniser les conditions d'émission sur le papier, et on se rend compte que les régulateurs nationaux, derrière, reprennent la main et refont de la complexité ou de la fragmentation de marché. Donc je crois vraiment, comme l'a très bien dit Lorenzo Binismaghi, l'union des marchés de capitaux, pour plagier Clémenceau, c'est quelque chose de trop sérieux pour être confié au seul régulateur. Et il faut que ça soit une initiative politique forte. Alors, Mirella Agache-Durand, puisqu'on est sur ce sujet quand même des inconvénients de la fragmentation, vous, il y a un point que vous voulez souligner, qui est la fragmentation que ça implique aussi en termes de normes, de reporting, de règles, etc. Et que aller vers un marché des capitaux unifié, ce serait au moins aller vers une uniformité de ces règles. Oui, je voudrais surtout amener un point de vue un peu plus constructif et engagé, parce que effectivement, ce que vous dites est tout à fait vrai. Il ne faut pas que le marché des capitaux uniques devienne une nouvelle réglementation alourdissante pour les business. Mais il y a quand même aussi des vertus à avoir un marché des capitaux uniques. Et il ne faut pas oublier une qui est très importante, qui est, ça peut être un instrument qui va nous aider dans la compétition
compétition des réglementations des autres zones. Le Brexit, on a aujourd'hui à côté de chez nous quelqu'un qui peut avoir une régulation très différente de la nôtre et ça peut mener à une concurrence déloyale. Et puis, les autres zones géographiques, les États-Unis, l'Asie. Donc, n'oublions pas qu'effectivement, c'est difficile de se mettre d'accord entre nous sur tout un tas de sujets et que c'est lourd et que c'est pénible. Mais néanmoins, c'est un instrument extrêmement efficace pour défendre nos business et notre capacité de développer notre économie dans le futur. Et je viens sur le point que vous avez tout à l'heure mentionné, Emmanuel, un petit sujet en apparence, mais qui est lourd de conséquences, c'est nous sommes en train aujourd'hui de construire les normes européennes de reporting extra-financier. Ça a été dit aujourd'hui plein de fois, l'importance qu'a la transition écologique, l'importance qu'on a de verdir l'économie, comment on le fait. Alors aujourd'hui, on va définir qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les indicateurs qui vont dire qu'une entreprise est verte, qui vont dire qu'une démarche est verte, une obligation émise par une entreprise elle est verte. Et il ne faut pas se tromper, ces normes, c'est de la souveraineté. Et donc, si aujourd'hui nous ne nous mettons pas d'accord au niveau de l'Europe, et justement à travers cet instrument de Union des capitaux de marché, à faire des normes européennes qui permettent derrière de lire les entreprises en Europe et dans le monde selon des critères qui sont comparables, qu'on parle de la même chose quand on dit que cette émission obligataire elle est verte pour telle ou telle entreprise en France, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, parce que dans nos portefeuilles, on fait des investissements dans toutes les zones géographiques. C'est crucial que nous maîtrisons la définition de ces normes. Et donc aujourd'hui, au niveau de l'Europe, il y a des travaux qui sont en cours et sur lesquels il faut qu'on s'engage, nous, les professions, très fortement, pour faire en sorte que ces normes reflètent notre vision de qu'est-ce que c'est la composante extra-financière de nos entreprises, de nos sociétés, et qui vont nous permettre donc de rester dans la course de demain. Les enjeux environnementaux ne sont pas ni français ni européens, ils sont mondiaux. Donc ce dialogue, on va être obligé de le porter non pas qu'entre nos pays au niveau de l'Union européenne, mais il faut sortir de ça et discuter avec les autres zones géographiques. Plus on est fort et aligné au sein de l'Europe, mieux on peut défendre ces normes et ces critères qui vont être cruciaux pour définir quand est-ce qu'on va considérer qu'une entreprise elle est verte, une émission elle est verte, un portefeuille est vert. C'est très important. Merci Mirella. Grégoire, Lorenzo l'a bien dit tout à l'heure, il y a énormément d'enjeux qui, et même ces enjeux réglementaires, sont inabordables, sont au-delà de l'intelligible pour le grand public, etc. Donc, si on met en place toute cette infrastructure, restera quand même la nécessité, et on a commencé à en parler, il faudra bien les faire venir, ces capitaux. Il faudra bien les attirer. Donc, à la fois, qu'est-ce qu'on fait pour attirer les capitaux européens, les capitaux venant du reste du monde. Comment on va faire pour effectivement le faire fonctionner, ce marché des capitaux ? Il y avait eu un jour un débat célèbre entre Bill Clinton, qui était à l'époque candidat à la présidentielle américaine, avec George Bush père, et qui avait dit « This is the investment stupid ». Je crois qu'aujourd'hui, l'équation qui se pose à l'Europe, c'est les investissements en fonds propres stupides. C'est-à-dire que l'enjeu, et je crois que la meilleure manière de mobiliser, pour faire écho à ce que disaient Lorenzo et Jean-Frédéric, c'est lancer la bataille des fonds propres. Et lancer la bataille des fonds propres en écho au plan de 750 milliards d'euros qui a été mis en place par l'Europe, mais dans une logique de fonds propres, en mobilisant les fonds propres au niveau européen. Juste pour donner un seul ordre de grandeur, à l'échelle de la France, c'est 3 500 milliards d'euros qui roupillent juste à l'échelle de la France et qui rapportent quasiment rien et qui vont s'investir assez peu dans notre économie. Donc, en fait, il faut lancer la bataille des fonds propres et de dire qu'en lançant cette bataille des fonds propres, qui, elle, est un objectif clair, avec un objectif de souveraineté, à ce moment-là, d'utiliser ça pour catalyser l'accélération et la mise sur orbite de la partie marché unique des capitaux. Et ensuite, il y a un troisième et dernier niveau, au-delà de ce qui a été évoqué à l'instant sur le reporting, l'unification du reporting, c'est d'utiliser les instruments
de l'épargne retraite, on a vu le succès en France avec le PER, comme de la mobilisation de l'assurance vie, parce qu'on a ces capitaux-là. Cette épargne, elle existe pour aller l'investir massivement dans les entreprises et pour permettre de faire émerger les champions qui vont définir et construire la souveraineté économique de l'Europe au XXIe siècle. Je pense que c'est ça l'enjeu, c'est tout à fait possible. Ne nous trompons pas, l'épargne existe, elle est en France, elle est en Italie, elle est en Allemagne. Si les 4-5 grands pays européens se mobilisent pour ça, il n'y a aucun doute, on y parviendra, et ça répond à une demande en profondeur des épargnants européens qui cherchent à la fois à donner plus de sens, plus de performance et plus de souveraineté à leur épargne. Alors, Lorenzo Binismaghi, on vit quand même un moment particulier qui est la politique monétaire aujourd'hui menée par les banques centrales et notamment par la Banque centrale européenne. Tout ce qui a été fait d'innovant finalement, les quantitative easing, etc. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui, au moment où finalement c'est la Banque centrale européenne qui rachète énormément d'actifs sans risque, de faire comprendre à quoi sert justement ce marché européen des capitaux? Bon, je vais essayer de faire simple. Et court. Si je devais parler court. Alors, l'Europe produit le plus grand montant d'épargne au monde. Nous sommes les plus grands épargnants. Donc, chaque épargnant, français, allemand, danois, produit la plus grande quantité. Cette épargne, où est-ce qu'il va? Où il va dans les banques, zéro rendement. Maintenant, où on achète des titres d'État, zéro rendement, ou même négatif. Ou bien on va dans les fonds. Les fonds sont en majorité américains. Et où est-ce que les Américains vont investir l'argent des Européens? Là où il y a des marchés. Il n'y a pas de marché en Europe, donc ils investissent aux États-Unis. Donc les Européens financent l'économie américaine. Je fais simple, hein, mais c'est comme ça. Alors si on veut que l'épargne européenne finance l'économie et les entreprises et les PME et les start-up et les high-tech européennes, il faut un marché des capitaux européens. Je ne sais pas si c'est un bon pitch pour Mme McGuinness, mais à mon avis, c'est stratégique. Le fait que continue année après année à financer l'économie américaine, qui développe leur high-tech, qui ont les géants, c'est très bien pour les Américains. Je ne crois pas que c'est très bien pour les Européens. Donc, à mon avis, il faut expliquer ça peut-être aux gens. Je ne crois pas que la politique a des difficultés à comprendre ça. Remarquez, si on est sensible au terme du patriotisme économique, on pourrait peut-être devenir sensible au terme du patriotisme financier, par exemple. Voilà, peut-être. Patriotisme au niveau européen, évidemment. Parce que si chaque pays essaie de faire ça, c'est raté. Ouais. Ça ne va jamais marcher. Alors, il faut que les Européens comprennent qu'on ne peut pas faire ça chacun pour soi. Il faut faire ça ensemble. Et, comme c'était dit, on peut, comme cela aussi, établir des normes, établir des standards, faire en sorte que l'épargne européenne, qui est gérée, même quand il est géré par d'autres, il reflète certains standards de stabilité, de transparence. Sinon, on est en dehors du jeu. On donne notre argent à d'autres, et puis voilà. Et ces autres, souvent, choisissent leur régulateur. Comme on a 28 régulateurs en Europe, chacun fait son... Surtout les étrangers choisissent ce qu'ils veulent. Mais la BCE, c'est quoi son rôle là-dedans? La BCE, je crois, est très en faveur parce qu'il n'y a pas suffisamment d'actifs en Europe. Il n'y a pas suffisamment d'actifs, même pour faire la politique monétaire. Donc si on avait un marché des capitaux plus dense, plus grand, il y aurait une politique monétaire plus souple, plus facile. Donc je pense que la BCE est très en faveur, mais vraiment, ça dépend des politiques nationaux et souvent des régulateurs nationaux. Parce que... Comme disent les Américains, Turkeys don't vote for Christmas. Donc, quand on crée un régulateur unique, ça veut dire que ceux qui régulaient les marchés nationaux perdent un peu de pouvoir. Et c'est évident que c'est un peu comme quand on avait l'union monétaire ou l'union bancaire, les régulateurs nationaux n'étaient pas très d'accord. Mais bon, il faut que la politique regarde à des intérêts supérieurs. Et essayer de convaincre, c'est pas bureaucratie, qu'il faut avoir une souveraineté partagée, j'appellerais ça. Et donc il faut que les politiques soient aussi convaincus par des gens comme les banquiers, par exemple, j'imagine.
Oui, non, moi, je veux bien faire du lobbying, mais je crois qu'à la fin, c'est l'épargnant. Enfin, quand comme on devra attendre une crise, peut-être un jour, il y aura un wirecard un peu plus grand, où beaucoup de gens vont perdre de l'argent et vont se dire, et où est le régulateur européen? On découvrira que le régulateur européen n'avait pas beaucoup de pouvoir. Donc il faudra renforcer le pouvoir du régulateur européen et créer cette union des capitaux, parce que les épargnants européens sont en train de perdre de l'argent parce qu'ils n'ont pas un marché suffisamment structuré. Jean-Frédéric Deleuze, j'aimerais que vous répondiez à une question vraiment importante qu'a posée Jésabel Coupé-Soubeyran tout à l'heure, en disant, mais finalement, est-ce que c'est si pertinent que ça de vouloir développer un marché européen des capitaux quand on a surtout en Europe des PME qui ont peut-être besoin de financement bancaire? Et donc ma question, c'est, est-ce que finalement c'est parce qu'il y a des PME qu'on n'a pas encore ce marché européen des capitaux, ou bien est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ce marché européen des capitaux qu'on n'arrive pas justement à faire que les PME deviennent des très grands groupes? Un peu, où est la poule, où est l'œuf dans tout ça? C'est une très bonne question. Les PME ont non seulement des problèmes de financement bancaire, mais aussi des problématiques de fonds propres. Moi, je crois qu'on est maintenant dans une configuration un peu particulière où, en clair, on va vers 2-3% d'inflation et des taux d'intérêt négatifs. Et ça veut dire que tous les placements bancaires classiques ne valent pas grand-chose. Le crédit existe, le crédit aux PME existe, mais il y a une possibilité pour les gens qui veulent que leur épargne rapporte quelque chose de se déplacer via les fonds, via le private equity, vers les PME. Pour embrayer sur ce qui vient d'être dit, c'est vraiment un problème politique. Et on ne le réglera pas uniquement par de la réglementation. Il y a toute une série d'actions globales, fiscalité, budget, etc., qui vont créer le contexte. Et moi, je pense que ça ne peut marcher que s'il y a un vrai dialogue entre les acteurs financiers et les pouvoirs publics. Et comme ce dialogue a pu exister, tout le monde se rappelle la crise de 2008 et la célèbre photo de Paris Match où Michel Pébreau est installé en face de Christine Lagarde dans son bureau pour faire le plan de sauvetage de l'économie, qui a été le plan de sauvetage le plus rapidement jamais voté par un Parlement dans l'histoire de l'humanité en moins de 8 jours, et qui a permis d'arrêter la crise massive de liquidité octobre 2018, il faut retrouver ce niveau de dialogue. Aujourd'hui, quand on parle avec l'État, quand on parle financement des PME, quand on parle marché des capitaux, etc., on a en face de nous un dialogue sur le contrôle des risques qui est à la finance, qui est le principe de précaution à la vie normale, et on nage en permanence dans la prévention du conflit d'intérêts. Non, nous devons parler, nous financiers, nous banquiers, nous devons parler avec les États de développement économique et de croissance. Alors, on voit bien qu'il faut essayer de trouver les arguments pour motiver, pour convaincre sur le sujet. Mirella Agage-Durand, il y a, dans ce monde où on voit bien que tout le monde cherche aussi du sens à ce qu'il veut faire, ces actions, il y a quand même un levier considérable qui est cette transition énergétique. On est sur de l'avenir, on est sur la préservation de l'environnement, etc. Voilà, ça a du sens. Dans quelle mesure il faut ajouter ce paramètre verdissement de l'économie à cette union des marchés de capitaux? Oui. Vous avez bien commencé la phrase par dire aujourd'hui, nous avons la chance que l'épargnant nous écoute sur ces sujets. Il y a un appétit. Il veut du sens pour son épargne. Voilà, il veut du sens pour son épargne, et dans le sens qu'il cherche, le verdissement de l'économie, c'est quelque chose qui les mobilise. Parce que nous voyons, bon, on le voit dans notre entreprise, mais je pense que c'est plus global au niveau en France et au niveau de l'Europe, que la collecte sur les produits qui orientent les investissements vers des investissements qui verdissent l'économie, qui ont un label ISR en France ou un autre type de label dans les autres pays, ou qui répondent aux critères ESG, ces investissements-là trouvent, les épargnants ont de l'appétit pour ça. Donc c'est une occasion pour nous,
inespéré, j'ai envie de dire, mais profitons-en pour à la fois réconcilier, j'ai envie de dire, l'investisseur avec la bourse, parce qu'à travers ça, on peut revenir avec la pédagogie pour expliquer que ces capitaux, c'est pas l'image qu'on a beaucoup les épargnants de la bourse comme c'est quelque chose de spéculatif, comme je joue au casino, mais c'est vraiment cette épargne va servir à faire créer d'autres entreprises dans les segments très dépendantes du monde externe, comme on a parlé tout à l'heure des semi-conducteurs avec SAP, mais des industries et des innovations technologiques de l'économie verte de demain. Donc ça, c'est une chance importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au-delà de cette pédagogie et de chance historique, je pense qu'on a de réconcilier l'épargnant avec l'investissement, avec la bourse et avec la finance, parce qu'il y a un grand divorce là-dessus. On doit s'organiser, nous, pour donner une lecture très claire et très lisible de cet investissement vert. Donc, peut-être arriver un jour à avoir un label européen qui harmonise la vision qu'on a de l'ISR en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, parce que ce n'est pas les mêmes. Et c'est important. Deuxième chose, c'est que, je reviens, on a parlé des normes, c'est important, mais également de garder chez nous la souveraineté sur les données extra-financières. On était très en amont sur les providers de données extra-financières parce qu'ils étaient tous européens. Il n'y en a plus aucun. Ils ont tous été rachetés par des providers de données en dehors de l'Europe. Donc il faut qu'on arrive à retrouver une souveraineté régionale sur ces instruments-là parce que mettre à disposition des entreprises des données extra-financières qui sont claires, qui permettent de comparer sur les mêmes métriques les entreprises entre elles et qui permettent à donner à l'investisseur une image claire de ce qui est fait avec leurs capitaux, c'est clé pour la réussite de partenariat avec l'épargnant dans le verdissement de l'économie. Et on va terminer cette table ronde en retournant voir Jacob van Weizsäcker en Allemagne. Reprenez la main, Jacob, sur cet argument de est-ce que finalement la transition écologique, c'est l'objectif, l'ambition qui va réconcilier tout le monde? Oui, je pense que c'est un aspect très important et d'avoir plus de transparence sur ces sujets, d'avoir une standardisation comme on le fait avec la taxonomie, je pense que c'est extrêmement utile, mais je veux rajouter une dimension qui va au-delà. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs, et c'est une très bonne chose, qui veulent investir dans des investissements soutenables, parce que c'est une obligation morale. Mais au moyen terme, ces investisseurs, ils ne vont pas accepter un rendement nettement inférieur à ceux qui n'essaient pas d'avoir des investissements soutenables. Donc, je pense qu'un des grands avantages de ce projet de la finance verte, c'est de créer une base dans les investisseurs, dans la population qui se dit mais ce sera injuste si notre rang sera inférieur. Donc, il nous faut des régulations qui, tout simplement, interdisent aux entreprises d'avoir des pratiques qui vont endommager notre climat. Et donc, je pense que ça va changer la politique économique des décisions sur, justement, la protection de l'environnement, protection sur le climat, parce que ceux qui ont acheter les actifs verts, après vont se dire on n'acceptera pas que nous aurons un mésavantage par rapport à ceux qui ont accédé à tout l'univers des actifs. Donc, je pense que c'est non seulement une demande maintenant de beaucoup d'investisseurs, mais ça peut transformer la politique économique en Europe, mais aussi, et ça c'est très important, aux États-Unis, où avec l'administration Biden, ils ont vraiment recommencé de prendre la traité de Paris au sérieux, mais il y a toujours beaucoup de difficultés au Congrès d'organiser des majorités, par exemple, pour vraiment avoir un carbon pricing pour mettre un prix sur les émissions. Merci Jacob. Donc je pense que c'est un projet très important
à la fois pour le secteur financier, mais aussi politiquement. Merci beaucoup, Jacob van Weizsäcker. Enfin, je retiens que c'est toujours des crises que naissent finalement les innovations. Alors, crise financière, crise écologique, peut-être, voilà, au moins un motif d'espoir. Comme de coutume, la coordinatrice du Cercle des économistes, Jézabel Coupé-Soubeyran, un petit mot de conclusion. Un petit mot, j'aurais bien rajouté des questions en fait, mais je vais me faire. Bah oui, c'est ça. Mais... c'est ça. On a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler des fonds propres. Mais en fait, cette réforme d'union des marchés de capitaux, elle insiste surtout sur la dette et sur la titrisation, peut-être pas suffisamment sur les fonds propres. Et c'est une piste là que vous avez soulignée. On a beaucoup entendu aussi que l'épargne européenne était très mal orientée. Moi, il me semble que c'est un problème d'intermédiation parce que cette épargne, elle est gérée par des intermédiaires financiers. Donc, il faut revoir finalement l'orientation des portefeuilles des intermédiaires financiers que vous êtes, pour certains. Ensuite, j'ai entendu que l'union des marchés de capitaux était quelque chose de trop sérieux pour être confié aux régulateurs, mais en même temps, Lorenzo insistait beaucoup sur le besoin d'unifier l'organisation et le contrôle des marchés et le besoin d'un régulateur unique. La régulation n'est pas l'ennemi du marché, c'est ce qui lui permet de fonctionner, me semble-t-il. On n'a pratiquement pas prononcé le mot crise sanitaire. Fantastique, ça veut dire qu'on en est sorti ? Je sais pas. Il paraît qu'il faut une bonne crise pour que les choses s'améliorent. Alors ce sera peut-être la crise sanitaire, mais on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Heureusement que Mirella était là pour parler du verdissement des marchés. Et quant au dialogue entre les financiers et le politique, sincèrement, je pense que ce dialogue est permanent. Il est même parfois un peu trop prégnant. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Jézabel, merci à vous tous. Et je vous félicite parce que nous avons été extrêmement respectueux du temps qui nous était imparti.